Bonjour à tous, notre invité du jour se nomme Simon Vanner, il a 31 ans et a réalisé en août dernier un challenge de taille puisqu'il a atteint le sommet du Mont Blanc. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes licencié au cyclo-club de Sarreguemines et au Sarreguemines Triathlon Club et vous avez déjà 2 Ironman à votre actif, ce qui représente 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 195 km de course à pied. Et vous avez récemment réalisé ce nouvel exploit le mois dernier. Tout d'abord, comment est né ce nouveau défi et cette idée un peu folle finalement d'escalader le Mont Blanc? Alors je suis, comme dit, un passionné de sport et de triathlon et de montagne aussi surtout. Et en 2021, j'avais, après juste mon premier demi-Ironman, j'étais parti un petit peu randonner à partir de 2000 mètres et puis je suis monté sur un glacier. À 3000 en Suisse, là, à 3000 mètres. Et puis j'avais adoré ça, de marcher dans la neige, chercher un petit peu les traces. Mais bon, je croisais des gens qui étaient équipés, j'étais pas forcément équipé. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est quelque chose qui me plairait bien dans le futur. Et puis bon, c'est pas revenu forcément tout de suite les années d'après. Et puis là, cette année, je me suis posé la question, je retournais avec des copains faire du trail en Suisse, j'étais pas trop loin des montagnes, et puis je cherchais un petit peu un défi, quelque chose à faire là dans le coin. Et puis c'est comme ça qu'est née un peu cette idée du Mont Blanc, quoi. Et puis après j'ai commencé à creuser cette année là, comment y aller, et puis comment préparer tout ça. Ouais. Donc voilà, dans votre parcours, donc depuis 2021 et votre première épreuve à Rapperswil-Jona, on sent voilà, une montée en puissance depuis le sport d'endurance jusqu'à l'alpiniste. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap? Euh, Comme dit, vraiment de chercher, je cherche toujours un peu à me dépasser dans les Ironman, de trouver des nouvelles choses et un petit peu cette adrénaline de l'inconnu, comme sur l'Ironman où on ne sait pas, quand on n'a jamais fait les distances, on se dit waouh, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, on réfléchit un peu à toutes les stratégies pour y arriver. Et ouais, cette envie un peu d'aller chercher l'inconnu et de voir comment ça peut se passer. Ouais. Vous avez préparé cette ascension tout seul, sans guide. Quelles ont été pour vous les principales étapes pour préparer cette grande épreuve? La première étape, c'était de réussir à avoir toutes les conditions requises pour monter, parce qu'il y a ce qu'on appelle une brigade blanche sur le chemin, sur la voie normale du Mont Blanc, qui, eux, sont là pour contrôler, alors je ne sais pas si c'est des gendarmes ou enfin c'est des gens qui sont là pour contrôler le trafic des personnes qui montent, et donc il faut avoir le matériel nécessaire, il faut surtout avoir au moins une réservation dans un des refuges d'altitude, dans un des 3 refuges, que ce soit Nid d'Aigle, Tête Rousse ou le Goûter. Et du coup, le premier défi, c'était de réussir à avoir une place, puisque les refuges sont complets à partir du moment où ils ouvrent les places pour s'y inscrire, quoi. C'était déjà ça, le premier gros travail, c'était d'avoir une place. Et bon, quand j'ai travaillé au mois de juillet à mon accueil de loisirs, c'était vraiment réussir à tous les jours me connecter pour avoir un désistement de quelqu'un et avoir ses places, quoi. Et ensuite, les prochaines étapes, quelles ont été les prochaines étapes avant de partir? Alors du coup, en parallèle de cette recherche de refuge, j'ai commencé à m'équiper, à acheter un piolet, des crampons, tout ce qui est la partie vêtements un peu thermique pour la neige, la pluie, tout ça. Alors faisant un peu de l'ultra trail aussi. Je savais un petit peu comment m'équiper d'un point de vue vêtements. Alors le plus dur, c'était de voir l'équipement technique pour le glacier. Donc avec piolet, crampons, et puis sur les parties un peu plus pentues aussi, donc avec un baudrier, une longe, une corde, comment un peu ça fonctionne. Alors j'ai regardé un peu des vidéos, et puis j'ai commencé à mettre le baudrier chez moi, les crampons, à regarder un peu dans mon appart comment ça se passait. Bon, c'était pas le meilleur terrain d'entraînement, mais voilà, c'était un peu la préparation un peu du truc. Et ensuite, vous partez pour cette ascension. Quels sont vos sentiments au début? Comment vous imaginez la suite? Comment ça se passe? J'en ai parlé un petit peu avec mes proches avant de le faire, et tous étaient là un peu, étaient stressés,
dans le sens où je partais un petit peu dans l'inconnu parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et en même temps, ils connaissent un peu les risques de la montagne et puis on voit un peu les informations. Chaque année, il y a des morts sur le Mont Blanc. Donc on m'a rappelé plusieurs fois, oui, tu sais dans quoi tu t'engages, vraiment les risques que tu prends. Et ouais, il faut pas que ça paraisse anodin non plus. Et surtout, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, il faut vraiment avoir conscience de ces risques. On pourra toujours que recommander de prendre un guide avec soi. Mais vraiment, donc du coup, stresser un petit peu. Et j'avais en tête toujours si vraiment ça devient trop dur, parce que même si on est préparé, même si les conditions sont réunies, ne serait-ce que la météo peut faire qu'on n'arrive pas au sommet. Donc j'avais en tête à partir du moment où ça devient trop dangereux ou vraiment trop risqué pour moi, de faire demi-tour, quoi. C'était un peu l'appréhension au début. Ouais. Le deuxième jour, vous franchissez le couloir de la mort, qui est réputé comme l'endroit le plus dangereux de l'ascension. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? La première fois où je l'ai passé, j'avais un peu peur. Je voyais les gens qui passaient un par un. Donc je me suis dit, bon, là, je suis un peu le schéma. C'est, à mon avis, s'il y a un éboulement, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui soit pris dedans. Donc du coup, je suis passé assez vite. Ça faisait un petit peu peur. Mais à l'aller encore, je l'ai moins eu de frissons, on va dire, qu'au retour. C'était surtout dans la descente, le lendemain, où il y a eu un petit éboulement et où j'ai dû me cacher derrière un rocher avant de passer, où là j'ai eu un peu des frissons et j'ai presque couru dans le couloir pour être sûr d'arriver entier de l'autre côté. Oui. Ensuite, vous êtes arrivé après 2 jours intenses, dans le brouillard, à 4800 mètres. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment précis ? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, une fois arrivé au sommet ? Ah bah c'est incroyable parce que ça faisait presque 2 jours, sur 2 jours que je partais pour monter. Et là, vraiment, c'était la quête ultime. On arrive en haut et c'est le sentiment du devoir accompli. C'est magnifique, c'est blanc. Alors après, oui, je voyais pas grand-chose dans le brouillard. C'était un peu sombre et j'ai pas eu de chance parce que ceux de juste avant moi, ils avaient un temps dégagé et puis je suis arrivé pile au moment où il y avait le brouillard. Mais bon, on voyait quand même un petit peu au loin et c'était comme quand on finit une course, quoi. C'est vraiment la dopamine, l'excitation et je pensais même pas encore à la redescente. C'est seulement 2-3 minutes après être en haut, je me dis ah mince, maintenant il va falloir réfléchir un petit peu à la descente, quoi. Là, il va falloir se concentrer. Et je suis pas resté trop longtemps, comme le brouillard était là, il fallait pas traîner. Oui. Alors dans votre ascension, vous étiez seul, mais vous avez aussi fait beaucoup de rencontres, Ouais. des Polonais, un guide, différents couples. Quel rôle a joué justement ces rencontres dans cette aventure solitaire ? Ça m'a permis un petit peu, dès le premier soir dans le refuge, j'ai complété une table, donc je discutais avec les gens et ça m'a permis de voir un petit peu comment eux appréhendaient la chose, comment ils préparaient un petit peu ça. C'est comme ça que j'ai vu que les guides faisaient des petites réunions le soir pour décider un petit peu en fonction de la météo de comment monter le lendemain. Et donc ils se calaient tous sur un horaire et puis ça partait un petit peu en file indienne le lendemain matin. Et donc j'ai appris en même temps de ces discussions à quelle heure partir, un petit peu comment passer, comment cramponner, en discutant un petit peu avec les gens comme ça, j'ai appris un peu des choses là-dessus, quoi. Ils vous ont beaucoup aidé, ces gens-là ? Alors ça dépend, certains que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté, oui, il y en a d'autres, un petit peu comme dans la vie de tous les jours, qui discutent un peu moins, qui sont plus réservés. Mais vraiment, la rencontre avec le guide Jérôme là, d'Annecy, lui, c'était vraiment... c'est un ancien prof de maths, donc du coup, peut-être que la communication est mieux passée à ce niveau-là, comme je suis enseignant aussi. Mais lui avait ce côté un petit peu pédagogue et il m'a bien expliqué les choses. Et bon, il m'a aussi mis en garde des dangers de la montagne, quoi. Mais il m'a aussi expliqué un petit peu comment il fallait cramponner, comment se préparer à ça, etc., quoi. Est-ce que vous le referiez seul, avec le recul ? Alors, je ne m'attendais pas forcément à toutes ces étapes-là, à ce qu'il y ait... à ces passages en arête un petit peu dangereuses, c'est la partie du couloir où il y a vraiment des pierres, où on s'accroche à fond. Je m'attendais pas forcément à ces parties-là, donc je pense plutôt à refaire accompagné. Ouais, ça minimise un peu le danger, hein, donc c'est sûr que ça serait mieux. Ouais. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a un rêve de se lancer dans l'ascension du Mont Blanc ?
Déjà de se rapprocher d'un guide pour essayer de préparer la chose, ou au minimum de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la montagne. Parce qu'on voit, donc on recommande les guides, mais il y a quand même pas mal de personnes que j'ai croisées, des cordées, où ils n'ont pas forcément de guide, mais la plupart sont équipés, et puis ils sont au moins à 3 ou 4. Donc ça rassure un peu. Et là, je vois, j'ai été contacté par mon formateur du BAFA qui fait, lui, de l'alpinisme, et qui me disait, oui, si ça t'intéresse, mon père étant vieillissant, on peut faire une cordée un été. Lui, il a déjà fait 13 sommets à plus de 4000, donc avoir quelqu'un qui a de l'expérience au minimum pour se lancer là-dedans et partir à deux au moins, c'est plus rassurant. Ouais. Pour conclure, est-ce que vous avez des nouvelles ambitions? Est-ce que vous allez vous lancer dans d'autres projets futurs comme celui-ci? Donc, comme je le disais, avec mon formateur du BAFA, là, qui lui fait un petit peu ça. Je vais voir avec lui peut-être l'été prochain ou d'ici 2 étés pour refaire peut-être l'un ou l'autre sommet, pas le Mont Blanc, mais d'autres sommets à 4000 qui sont tout aussi beaux dans les Alpes. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Simon d'avoir participé à cette émission. Merci à vous.